Tu es en train de gâcher ta vie parce que tu as peur du regard des autres. Pas métaphoriquement, concrètement. Chaque jour, tu prends des décisions qui ne sont pas les tiennes. Tu choisis des mots qui ne sont pas les tiens. Tu portes un visage que tu n'as pas choisi. Et tu appelles ça vivre. Regarde ce que tu fais réellement. Tu es dans une conversation. Quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Tu le sais. Tu le sens dans le ventre. Et tu acquiesces quand même. Pas parce que tu as changé d'avis. Parce que tu as calculé le coût de t'opposer. C'est ça, la recherche d'approbation. Ce n'est pas de la timidité. La timidité, c'est une gêne sociale. Ce que tu fais, c'est différent. C'est un calcul permanent, automatique, inconscient. Tu estimes la réaction des autres avant de parler. Tu filtres ce que tu penses avant de le formuler. Tu t'auto-censures avant même d'avoir ouvert la bouche. Tu souris quand tu n'as pas envie de sourire. Tu ris à des blagues qui ne te font pas rire. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu minimises tes ambitions pour ne pas paraître prétentieux. Tu effaces tes angles pour rentrer dans les espaces qu'on t'a préparés. Et tu fais tout ça tellement vite, tellement naturellement, que tu ne t'en rends même plus compte. C'est une addiction. Le mot est juste. Pas une figure de style. Le cerveau qui reçoit de l'approbation libère de la dopamine. Même mécanisme que la nicotine. Même logique que le jeu. Tu cherches le regard approbateur parce qu'il te soulage. Il coupe temporairement l'anxiété de l'exclusion. Et comme toute addiction, la dose augmente. Tu as besoin de plus en plus de validation pour ressentir la même chose. Et entre les doses, l'angoisse grandit. Tu n'es pas faible parce que tu ressens ça. Tu es faible parce que tu n'as jamais décidé de t'en sortir. D'où ça vient? Le mécanisme a une origine. Il ne t'est pas tombé dessus par hasard. L'être humain est un animal social. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'exclusion du groupe signifiait la mort. Pas symboliquement, physiquement. Seul dans la nature, tu mourais. Le cerveau a donc développé un système d'alarme hypersensible au rejet. Quand tu sens que tu déplais, une partie primitive de ton cerveau interprète ça comme une menace de survie. L'anxiété que tu ressens quand tu t'opposes à quelqu'un, quand tu prends position, quand tu refuses quelque chose. Cette anxiété n'est pas irrationnelle. Elle est archaïque. Elle répond à un danger qui n'existe plus, mais que ton système nerveux n'a pas mis à jour. Ensuite, la société a pris ce mécanisme et l'a renforcé. L'école récompense la conformité. La famille récompense l'obéissance. Le monde du travail récompense l'effacement. On t'a appris très tôt que les vagues, c'est pour les mauvais élèves. Que plaire, c'est une compétence. Que l'harmonie du groupe vaut plus que ta vérité individuelle, ce n'est pas un complot. C'est juste le fonctionnement normal d'un système qui a besoin de gens dociles pour tourner. Tu as intégré tout ça avant d'avoir les outils pour le questionner. À 8 ans, à 10 ans, tu n'analysais pas. Tu absorbais. Et maintenant, à 25, à 30, à 40 ans, tu fonctionnes encore sur ce logiciel. Un logiciel installé par quelqu'un d'autre pour servir des intérêts qui ne sont pas les tiens. Le problème, ce n'est pas que tu aies reçu ce conditionnement. Tout le monde l'a reçu. Le problème, c'est que tu ne l'as pas désinstallé. Maintenant, le coût, parce qu'il y a un coût. Et il est énorme. Imagine un homme, 28 ans, intelligent, compétent. Il a des opinions solides, des idées claires sur ce qu'il veut faire de sa vie. Mais depuis l'adolescence, il a appris que ses opinions créent des frictions. Alors il les dose, il les adapte. En réunion, il sent quand le vent tourne et il pivote avec lui. Avec ses amis, il valide ce qu'ils disent pour maintenir la paix. Avec les femmes, il devine ce qu'on attend de lui et il le joue. Il est agréable. Il est apprécié. Il ne dérange personne. À 35 ans, cet homme ne sait plus ce qu'il pense vraiment. Il a tellement filtré ses opinions qu'il n'arrive plus à les retrouver sous les couches de conformité. Il a tellement joué des rôles qu'il ne sait plus lequel est le sien. Il regarde sa vie et il voit quelque chose de convenable, de fonctionnel,
de vide. Pas une catastrophe visible, pire, une médiocrité confortable. Il a tout fait correctement, il n'a rien risqué, il n'a rien perdu, et il n'a rien vécu. C'est ça, la dérive identitaire. Elle ne ressemble pas à une chute, elle ressemble à une érosion, grain par grain. Chaque fois que tu as tu ce que tu pensais pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu as dit oui à quelque chose qui allait à l'encontre de ce que tu voulais. Chaque fois que tu t'es rendu plus petit pour tenir dans un espace qui n'était pas fait pour toi. Tu te croyais flexible. Tu t'effaçais. Et les opportunités, elles sont parties avec. L'association que tu n'as pas proposée parce que tu avais peur d'un refus. Le projet que tu n'as pas lancé parce que tu imaginais les moqueries. La conversation que tu n'as pas eue parce que tu ne voulais pas déranger. La vérité que tu n'as pas dite parce que ce n'était pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment pour quelqu'un qui cherche à plaire, alors les portes restent fermées. Et toi, tu fais le tour de la maison en cherchant une fenêtre entr'ouverte. L'estime de soi, elle, suit une logique simple. Elle se construit sur des actes qui correspondent à tes valeurs. Quand tu agis contre ce que tu penses pour obtenir de l'approbation, tu envoies un signal clair à ta propre psychologie. Ce que tu penses ne vaut rien. Tu te trahis. Et chaque trahison coûte quelque chose. L'accumulation de ces petites trahisons finit par creuser un gouffre entre l'homme que tu es et l'homme que tu sais que tu pourrais être. Ce gouffre, tu le sens. Tu l'appelles malaise. Manque de confiance. Impression de ne pas être à ta place. C'est ça. Tu n'es pas à ta place parce que ta place, tu ne l'as jamais réclamée. La sortie. Un seul principe. Pas une liste. Épictète l'a formulé il y a 2000 ans avec une précision chirurgicale. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce que les autres pensent manque de toi ne dépend pas de toi. C'est dans leur tête. C'est leur affaire. Tu n'y as pas accès. Tu ne peux pas le contrôler. Tu peux l'influencer momentanément, en te pliant à leur attente. Mais le prix à payer, c'est toi-même. Ce qui dépend de toi, tes choix, tes mots, tes actes, ce que tu construis, ce que tu refuses, la direction que tu prends, c'est tout, c'est suffisant. Voici l'exercice. Pas une abstraction, quelque chose de concret, applicable aujourd'hui. La prochaine fois que tu sens l'impulsion de te plier, de changer ce que tu allais dire, de retenir une opinion, de sourire alors que tu n'en as pas envie, marque une pause d'1 seconde, juste une. Et pose-toi cette question. Est-ce que j'agis parce que c'est aligné avec ce que je pense, ou est-ce que j'agis pour éviter quelque chose? Si la réponse est la deuxième, tu as le choix. Pas l'obligation d'exploser, pas besoin de provoquer, juste ne pas te trahir. Dire ce que tu penses, simplement, sans t'excuser de le penser. Observer ce qui se passe. Dans la plupart des cas, rien de grave ne se passe. Ce que tu anticipais comme un séisme est une légère friction que tout le monde oublie en 10 minutes. Et toi, tu restes entier. Fais ça 1 fois par jour. Une seule. Le muscle se construit lentement. La béton ne sèche pas en 1 nuit. Si cette vidéo a résonné quelque part en toi, c'est que tu sais déjà. Tu sais que tu t'es trop souvent effacé. Tu sais que ça t'a coûté quelque chose. Et tu sais que tu n'as pas envie de continuer comme ça. Cet homme qui ne cherche pas à plaire, qui construit plutôt qu'il ne performe, qui tient plutôt qu'il ne plie, tu le connais. Il est là. L'homme béton ne cherche pas l'approbation. Il pose une brique, puis une autre. Et la structure tient, même quand personne ne regarde.